Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de OSEF Podcast. Je suis avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut Thomas, comment ça va ? Ça va très bien, très bien. Alors, on va faire la suite de notre précédent podcast sur la comparaison des deux Halloween, celui de Carpenter et celui de Rob Zombie. Ouais. On s'était dit à la fin du podcast que ça serait cool de faire un podcast sur la suite du remake, Halloween 2, qu'on aime beaucoup tous les deux. Ouais. On va dire que le film divise pas mal. Oui, c'est compréhensible. À l'époque, ouais. C'est pas un film aimable, on va dire. Non, c'est un film, enfin, on va sûrement dire que c'est pour ça que nous on l'aime. Oui, c'est voilà, un film bien sûr. qui cherche pas à plaire à tout le monde, quoi. C'est exactement ça. On précise d'entrée qu'on va parler du cut ciné. Ouais. Plutôt que du director's cut comme les films précédents. Ouais. Voilà. Franchement, moi je préfère le cut ciné aussi. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait plus à dire que ça, quoi. Enfin, je pense qu'il est assez intéressant. Tout ce qu'on va développer, c'est pas le director's cut qui va changer grand chose. Il y a quand même une fin différente, c'est un peu plus long, mais bon, c'est pas. Voilà. De toute façon, comme on va le voir, le film est déjà assez bordélique. C'est ça. En cut ciné, alors. Ouais. Donc c'est toujours écrit et réalisé par Rob Zombie. Ouais. Ça sort en 2009, 2 ans après le remake, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Le film est toujours produit par Dimension Film. Ouais. Donc c'est la filiale des frères Weinstein, consacrée à l'horreur et à la SF, je crois. Ouais. Je sais pas si c'est que ça, mais en grande partie, c'est surtout les films, cinéma de genre. Les slashers, les machins, les screams et tout. Ouais, exactement. Ouais. Alors à la base, c'était pas Rob Zombie qui devait le réaliser. Non. En fait, il avait signé un contrat, je sais plus si c'est sur 2 ou 3 films avec les Weinstein. Ouais. Et il me semble qu'en fait, ça, je suis quasiment sûr, il voulait faire Tyrannosaurus Rex, son projet de catcheur, là, qu'il n'a jamais pu faire. Ça, c'était con, ça donnait envie. Catcheur mexicain, là, c'était ça. Ouais. Donc, c'est un projet qui s'appelait comme ça, Tyrannosaurus Rex. Et il voulait le faire après le Halloween, pardon. Ouais. Sauf que les Weinstein sont les Weinstein, et quand ils ont vu que le premier a cartonné, ils lui ont un peu mis la pression. Non, mais fais le deuxième. Bon. Ouais, il sentait la douille, donc il s'est dit, bon, je vais faire le deuxième. Voilà, et comme ça, après, je suis plus en contrat avec après, eux. Au début, il ne devait pas le faire. Il est parti en tournée, il voyait que ça se faisait à côté. Il avait quand même un œil dessus. Ouais. En fait, ce qui l'a motivé, c'est qu'il voyait qu'il y avait le même casting. Ouais. Comme en fait, sur le premier film, ça avait très bien fonctionné au niveau ambiance et tout. Ce qui lui a donné envie, c'est de revenir sur les mêmes personnages, le même casting, etc. Ouais. Ça s'est bien passé avec les acteurs et tout, mais pas vraiment avec Weinstein. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, c'est vraiment le casting en soi qui lui a donné. Voilà, c'était pas une très bonne expérience pour lui. Revenir, ouais. Et oui, voilà. Donc en fait, il est arrivé un peu tard. Il y avait pas mal de réalisateurs pressentis. Bustillo et Mori, je me rappelle. Ouais. C'est Alexandre Bustillo, c'est ça, et Julien Mori. Exactement, pardon. Ouais. Ils avaient même commencé à faire un traitement, un scénario et tout. Ça s'est jeté à la poubelle, malheureusement pour eux. Ouais. Heureusement pour nous. Parce que ce film-là... Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que voilà, tout ce qu'on dit là, c'est un film malade, quoi. C'est un enfant malade qui est né. Exactement, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qui fait que le film va être ce qu'il est, en fait. Déjà, ça partait mal parce quand il est arrivé sur le projet, donc Rob Zombie, quand il a décidé de rempiler pour un peu casser son contrat et partir vers d'autres horizons, il lui restait 8 mois. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait écrire, tourner, superviser le montage et tout, en 8 mois. Tout ça en 8 mois. Ça fait parce que les dates short. à cette époque, les dates des suites étaient déjà données avant. Exactement. On a vu ça avec les sauts, où c'était genre donné, il sortait un saut et tu savais que le prochain sortait telle date l'année prochaine, etc. Donc, oui, voilà. C'était vraiment la vague de films d'horreur. Et évidemment, les Weinstein, à chaque fois qu'ils voyaient un traitement de Tyrannosaurus Rex, ils disaient non, il n'est pas très bon le scénar. Enfin bon, voilà. C'est moins... Ils sont connus pour ça. T'as pas le nom Halloween derrière, hein, donc forcément... Exactement. Voilà, donc je sais pas trop de quoi aller parler Bustillo et Mori sur leur scénar. Je pense que ça doit traîner sur Internet. Et de mémoire, je crois que ça devait se passer c'est un peu un préquel, comme il a fait Rob Zombie, mais après la mort de sa mère, ça devait se passer à l'hôpital. Ah, dans l'hôpital psychiatrique. Ouais. Tout le film là-dessus. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'avais lu ça, ouais. Bizarre.
Et enfin, bon, bref, voilà, je vais pas spéculer, mais il me semble que c'est ça. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais bon, ça n'avait rien. En fait, ce qu'ils ont écrit eux, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait Rob Zombie. Il a pas pris le scénar pour le réécrire. Il a vraiment écrit un truc. Ouais. Voilà, il est reparti de zéro. Donc c'est voilà, donc ça fait vraiment une trace de ce qu'ont fait Maury et Bustillo. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, voilà, 8 mois, ça fait très très short. Donc c'est pas pour trouver des excuses, mais ceci explique cela. Donc voilà. Est-ce que tu veux commencer à dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu? Ouais, bah si tu veux. On va essayer de peut-être donner un peu des grandes lignes et on approfondit au fur et à mesure. Ça va. Donc bon, moi alors. Si tu préfères, je commence. Non, je peux commencer, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est un des meilleurs films d'horreur. Enfin, un de mes films d'horreur préférés, non seulement pour ce qu'il est, mais en plus ce qu'il représente dans le film d'horreur. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans ce genre-là que tu peux voir un produit pareil, quoi. Oui. Complètement dégénéré et chaotique, dans une licence qui, à la base, est quand même un truc qui est censé être... je pense que quand ils ont lancé ça, ils voulaient... on va dire aseptiser la chose, quoi, le rendre plus commercial et tout. Ce film-là, c'est complètement l'inverse, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse du film commercial. Ah oui, comme on disait, c'est pas aimable du tout. Non, c'est pas fait pour être aimé, quoi. En fait, c'est un film qui a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il a ce côté-là chaotique, tout ça. Bon, on va revoir après des comparaisons avec la filmo de Rob Zombie, mais il y a quand même le cul entre deux chaises parce que ça doit être un slasher et il y a quand même des scènes de meurtre qui sont là un peu juste pour faire des scènes de meurtre, on va dire. Ah oui, mais qui sont fabuleuses. Oui, il y a la moitié des scènes de meurtre, tu les enlèves, le film. C'est ça, exactement. Bien sûr. Mais elles sont fabuleuses parce que c'est Rob Zombie et Rob Zombie, encore une fois, on l'avait dit l'autre fois, il sait caractériser les persos en 3 dialogues et là c'est encore plus du Rob Zombie. Je pense qu'il a eu un peu les mains liées sur le premier. Parce que là, il y a des dialogues, mais nécrophiles et tout. Enfin, comme il a fait dans Devil Reject, quoi. Donc là, c'est vraiment... Là, on avait le 1 qui était un mix de Rob Zombie et Carpenter, de par les contraintes, etc. de remake. Là, non, c'est du Rob Zombie de chez Rob Zombie, quoi. Il y a pas de... Oui, totalement, oui. Moi, je pense que... Enfin, là, je dis ça, j'ai pas eu l'info, c'est dans ma tête. En fait, je pense qu'il s'est dit, bon, là, j'ai pas le temps d'écrire un truc... super chiadé et tout, je vais faire un truc méga bourrin, je vais faire le gros slasher bourrin de base, je vais mettre tout ce qui me plaît dedans, des images qui me plaisent et tout, et ça fait une espèce de pot pourri. Oui, j'ai noté d'ailleurs, c'est un clip de Rob Zombie géant, quoi. Ouais, on dirait. C'est un peu... Totalement. Ouais, non, visuellement, c'est ça. Tu as bien fait de rebondir là-dessus, parce que oui, c'est les lumières, les cadrages et tout, il a vraiment cherché à faire... Même si, en peu de temps, bon, tu peux pas faire des trucs réfléchis, mais tu peux quand même faire des trucs beaux. Et lui, il a l'œil. Enfin, il a l'œil, il a le Après, j'ai cadrage. Un léger souci avec ça, c'est-à-dire que comme tu dis, le film est bien éclairé et tout, il a des beaux cadres, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau du grain de l'image et de la lumière et tout, alors je sais pas si c'est dû au fait qu'il a changé de chef-op. Ouais, je sais pas ça, il a changé de chef-op. Sur Devil Reject, c'est Halloween, c'était le même. Alors j'avais noté le nom, je le connaissais pas du tout. J'avais noté le nom quelque part, il s'appelle Phil Parmet. D'accord. Donc là, c'est plus le même. Alors je sais pas si c'est dû à ça ou à autre chose, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas le même chef-op. Et je trouve que le grain de l'image et tout, c'est moi. Après, pour la défense du film, ça se passe 90% de nuit. Ouais. Et avec des éclairages, ça par contre c'est un choix formel et c'est très bien. C'est souvent des gros projets blancs cachés derrière les arbres. Tu vois, ça fait des éclairages. Oui, mais mais ça va rejoindre tout son parti pris en fait. C'est-à-dire que non seulement, enfin moi j'aime beaucoup visuellement parce que ça fait des fois un peu cheap. On sent que les techniciens ils ont tout donné quoi, et qu'ils n'avaient pas en fait. Voilà, ce qui rejoint Carpenter là-dessus, c'est que ces deux réalisateurs punk, c'est-à-dire que beaucoup de contraintes et très peu de moyens. Voilà. Et ils arrivent à te pondre un film la débrouille, fantastique. Ouais, non, moi, vraiment, c'est ce côté-là. C'est un des rares trucs qui, visuellement, quand j'ai revu les films, ça m'a marqué. J'ai dit, putain, c'est vrai que le précédent, je trouve qu'il était quand même mieux. Il était plus beau, tu vois. J'ai l'impression que... Je crois qu'il n'y a pas grande différence du budget. En fait. C'est les mêmes, c'est 15 millions. C'est le même budget. Alors, est-ce que, peut-être, vu que les actrices... qui apparaissent dans le 1, peut-être elles ont demandé un peu plus. Donc est-ce que lui, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a les Brad Dourif, les Loomis, les acteurs, les actrices. Peut-être qu'au final il a eu moins, parce que souvent les acteurs ils demandent un peu plus sur les suites. Oui, tu as vraiment l'impression qu'il a coûté moins cher le 2. Ouais. Mais en fait voilà, encore une fois il y a le mot punk, c'est-à-dire le truc, tu vois qu'il y a du défaut, que c'est pas un truc au millimètre. Mais c'est ce qu'on aime dans le cinéma d'horreur quoi, en fait. C'est pour ça que c'est bordélique. Ça fait partie du produit et du tout quoi.
pour donner un petit exemple, j'avais écouté le commentaire audio et dans une scène, il y a un personnage qui part en courant, qui glisse, qui a failli tomber, qui se rattrape. Ouais. Et justement, Rob Zombie disait, même si l'acteur joue moins bien, je garde toujours la scène où il a failli tomber parce que tu peux pas le refaire. Tu peux pas le refaire, c'est naturel. Voilà, tu vois, c'est intéressant ça, ce point de vue, j'aime bien. Parce que si tu lui demandes de la refaire en essayant de tomber, ça va pas être... Voilà. C'est des trucs que beaucoup de grands réalisateurs utilisent, les Carpenter, les De Palma, je sais que j'ai lu des trucs sur eux, ils parlent toujours de la magie du moment, du tournage. Voilà, c'est pour ça que souvent ça donne des trucs que tu vois pas ailleurs et qui leur donnent en même temps leur style propre à ces réalisateurs. Donc on a commencé à parler de tout ça, mais on n'a même pas pitché. Alors est-ce qu'il est pitchable, le film ? Il n'y a pas grand chose à pitcher. Alors pour moi, encore une fois, et ça va rejoindre le fait que Rob Zombie, ce truc encore une fois de produit, mais qui n'avait pas lieu d'être en fait. J'ai noté ça et c'est pour ça. Tout ce qui va découler de ça, c'est de par cette obligation de le faire. C'est qu'on avait parlé du Carpenter en disant qu'aucune suite n'avait lieu d'être. Ah oui, bien sûr. Voilà, parce que le final, ça dénote si tu fais une suite. Rob Zombie, pareil. Myers se prend une balle à bout portant avec un 357 Magnum dans la tête. Moi, quand j'ai vu qu'il faisait une suite, j'avais trouvé cette scène d'une perfection absolue. Quand j'ai vu qu'il faisait une suite, même si c'était Rob Zombie que j'adorais, je me suis dit, putain, ça va gâcher, quoi, fait chier. Et en fait, il a pris un parti pris, mais monstrueux. C'est pour ça que pour moi, je suis vraiment amoureux de ce film. C'est peut-être mon Rob Zombie préféré. Et pourtant, je trouve que Devil Reject et le premier Halloween sont plus parfaits. Tu vois, c'est des films plus maîtrisés, oui, bien sûr. Mais vraiment, si je devais choisir dans ce que j'aime dans le cinéma de Rob Zombie, c'est Halloween 2. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que, alors, je vais un peu théoriser un peu des notes que j'ai prises, sur des notes que j'ai prises. Donc, c'est un grand film malade dans tous les sens du terme. Donc, ça, on en a parlé, production, visuel, les thématiques et les personnages. Ouais. Donc, ce qui nous fait Rob Zombie, c'est un truc que je crois pas avoir vu dans d'autres films, c'est-à-dire que tu as toujours ce cliché dans les épisodes 2 des slashers de l'héroïne, la final girl qui est à l'hôpital. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, en fait, il va développer tout ça. C'est-à-dire que la final girl, elle est à l'hôpital, mais elle est traumatisée. Et en fait, tout le film, c'est le traumatisme de Laurie visualisé et à travers les cauchemars, à travers Myers. Ouais. Et à travers toutes les scènes du film et le visuel et le côté onirique aussi. Il y a beaucoup de scènes oniriques. Surréaliste, un peu à la David Lynch. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça va faire le pont. C'est un film qui fait le pont entre Halloween et Lord of Salem, qui est lui complètement onirique et surréaliste, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc, dans sa filmo, ce film-là est complètement cohérent au final, avec le recul, alors qu'à la base, il devait même pas exister ce film. Il n'a pas lieu d'être. Donc voilà, encore une fois, là c'est pas juste le skin d'hôpital pour la suite où le tueur va aller rechercher la final girl dans l'hôpital juste pour faire beau, quoi, tu vois. Comme dans la suite du Carpenter. Comme dans la suite du Carpenter, par exemple. Et je crois qu'il y a ça aussi dans le Vendredi 13. Il me semble que l'intro, c'est avec l'héroïne du 1 qui se fait buter dans le... Oui, mais même dans la trilogie de David Gordon Green, il y a ça, on se retrouve à l'hosto. Voilà. Donc non, là c'est... en fait, ça va définir le film, c'est l'histoire des troubles post-traumatiques, de stress post-traumatique de Laurie, en fait. Et ça, c'est en fait, il va intellectualiser le slasher. Donc voilà, il va faire un film à travers un slasher, il va faire un film presque un drame psychologique. Oui, bien sûr, mais c'est pas juste une histoire d'horreur, c'est vraiment, il y a le personnage tu vois comment elle vit son traumatisme. Voilà, c'est ça. Et c'est intéressant que tu parles de cette scène parce que je voulais rebondir surtout sur le trope qui me saoule le plus dans le cinéma d'horreur, c'est le fameux boum, en fait, c'est qu'un rêve. Ouais. Voilà. Parce que tu as au bout de 25 minutes de film, là, elle se réveille. Alors, c'est pas les 25 premières minutes ne sont pas vraiment un rêve. Donc, quand Michael Myers s'échappe et tout ça, c'est pas un rêve. C'est vraiment dès qu'elle arrive à l'hôpital, à partir de la scène d'hôpital, donc ça doit être 15 minutes peut-être, 15-20 minutes. C'est une très longue scène. C'est une très longue scène et tu t'aperçois que c'est un rêve. Tu vois. Donc souvent, ça, dans les films d'horreur, ça me saoule. Parce que en fait, c'est souvent une béquille scénaristique, tu vois, un moyen un peu facile de sortir d'une situation et de créer un faux suspense pourri. Je déteste ça aussi. D'habitude, je déteste ça. Je vais revenir sur la scène là, du Rob Zombie. Moi aussi, c'est pareil parce qu'un film, t'y crois, tu es censé être à fond dedans. Donc quand on te dit c'est un rêve, on te ment sur ce que tu as ressenti en fait. Voilà. Et ça marche pas. Donc les scènes suivantes, tu vas te dire si ça c'était un rêve, du coup la suivante, je rentre plus dedans parce que peut-être c'est un rêve, tu vois. Ouais, voilà, bien sûr. Voilà, c'est des trucs de scénario. Sauf qu'en fait, c'est chez Rob Zombie, dans ce film-là, c'est pas gratuit, tu vois. En fait, dans le film, plusieurs fois, Laurie se réveille et tu réalises que tu étais dans un rêve. Ça arrive plusieurs fois dans le film. Sauf que tu sais jamais à partir de quand
la réalité a basculé. Ouais, c'est ça. Donc tu sais, en fait, c'est un truc perpétuel où elle se réveille, mais tu sais pas ce qu'elle a rêvé, ce qu'elle a pas rêvé. Exactement. Ouais. Et en fait, ça c'est hyper perturbant parce que en fait, toi aussi, tu finis complètement paumé. Ouais. Et alors, t'es plongé dans la tête des deux personnages principaux. Donc, tu as Myers avec les visions de sa mère, qui lui est complètement défoncé. Ouais. Enfin, il est niqué de la tête, lui. Ouais. Donc, toi, tu le sais dès le début qu'il est perché, tu vois. D'ailleurs, il dit, au début du film, il y a une scène où il y a, comment il s'appelle déjà, Loomis qui dit que sa mère est morte. Ouais. Et il lui dit, je m'en fous, je continuerai à la voir, mais vous, je vous verrai plus. Tu vois. Ouais. Donc, tu sais qu'il voit, ouais. Il voit plus que sa mère, il en a plus rien à foutre des autres. Donc tu es plongé dans sa tête, mais tu es aussi dans la tête de Laurie avec ses névroses et qui sombre petit à petit dans la folie. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est un film sur la folie liée au fait que elle se soit fait attaquer dans le premier, sur son statut de victime. Et ça, je crois que ça n'a jamais été fait aussi de façon vraiment presque intellectuelle. Hein, franchement, mais moi, en fait, je préfère que ce genre de truc, moi je préfère que ce soit traité de manière frontale et pas du tout... fine comme ça, qu'un truc un peu trop léché et tout. Moi, je préfère dans les films d'horreur que ce soit direct comme ça. C'est ce qui donne tout son visuel, c'est le parti pris qui va donner tout ce qu'il a fait dans sa mise en scène après. Quoi. Le côté chaotique et la structure du scénario qui est aussi chaotique et bordélique, c'est parce que cette fille-là, elle pète un câble. Et comme tu as dit, c'est le cauchemar et la réalité qui se mélangent dans le film. Et ce qui est bien fait avec ce film-là, c'est que tu n'as pas ce truc qu'on a dit tout à l'heure de cauchemar. Ouais. Tu l'acceptes en fait. C'est un cauchemar, c'est une intro pour te dire qu'est-ce qui va se passer après pour te décrire l'état mental de Laurie en fait. Ce cauchemar, il est là. Et j'ai trouvé vraiment bien, tu as un motif dans ce cauchemar qui d'ailleurs, entre parenthèses, tu auras la scène d'après où elle parle avec la psy, qui est en fait juste un dialogue pour rappeler, voilà, si jamais on va dire, c'est le dialogue explicatif. Le cauchemar, c'est le visuel, réalisation, tout ça qui t'apprend tout, qui te fait une intro, et après il t'a quand même mis une explication avec la psy où elle raconte. D'ailleurs, dans la version Director's Cut, il y a plusieurs scènes avec la psy, tout ça. Donc là, elle te montre qu'elle s'en sortira pas vraiment, pas de façon négative, hein, elle essaie de la rassurer, mais pour dire que ce trauma-là, ça va être compliqué de passer outre. Voilà. Et il y a un truc génial dans le rêve, c'est que tu as un motif à la fin du rêve, enfin du cauchemar, on va pas appeler ça un rêve vu la gueule du truc, qui est d'une brutalité absolue. Hein, le cauchemar avec les infirmières et tout qui se font défoncer, c'est vraiment c'est hardcore. Hein, oui, par contre, les meurtres sont vraiment... il met des coups de couteau à foison. Très brutal, beaucoup plus que le précédent. Voilà, là, c'est encore une fois... tu l'entends crier quand il frappe le couteau. C'est Ciao Carpenter avec... c'est là, c'est plus Myers de Carpenter qui est fin, c'est encore plus le Rob Zombie, c'est celui du premier, mais encore plus développé parce que les gens, ils ont pesté sur le fait. Voilà, il y a ça aussi dans le fait que Rob Zombie avait peut-être pas envie de faire la suite, c'est que les gens ont pesté sur. Alors on l'a beaucoup complimenté sur sa première partie et tout pour le 1. Mais bon, c'est vrai qu'il a eu des critiques sur la suite, sur le côté remake. Tu vois. À la base, ça je l'ai su il y a pas longtemps, mais la partie, en fait, il avait proposé Weinstein de faire 2 films, un film qui se passe totalement. Où la fin, c'est quand il s'échappe. Ok. Mais ils ont pas voulu. Pour moi, là, ils ont eu raison. Parce que c'est parfait. Comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. Ou alors, comme quoi, des fois, les prods, ils sont pas cons, quoi. Oui, voilà, exactement. Ils ont fait un putain de film, quoi. Et donc, voilà, il y a un motif qui est vraiment génial de réalisation. C'est à la fin du cauchemar. Laurie, elle se cache dans un petit cabanon, tu vois. Exactement. Tu t'en souviens ? Et il y a toujours ce chanteur à la télé là. Je crois que c'est les Beatles, il me semble. Je crois pas que ce soit les Beatles. C'est pas les Beatles ? Non, il me semble pas. Je sais plus qui c'est, mais c'est toujours ce chanteur pour dire là tu es toujours dans le cauchemar. Ouais, mais ça j'avais pas remarqué. Moi, c'est dans le commentaire audio qui m'a fait remarquer ça, Rob Zombie. Ouais. Et elle se cache sous un bureau. C'est un petit bureau de gérant de. Oui, c'est à l'extérieur sur le parking. C'est le mec qui ouvre la barre, quoi. Et en fait, là, ce qui est monstrueux, c'est que en fait, c'est l'état mental. Tu vois, il représente l'état mental de Laurie, et à Myers il casse tout. Tu vois, il met des trous, des trous qui se créent et tout. Et en fait, ce cabanon, c'est l'état mental. Et en fait, ça te montre que ce cauchemar, c'est Myers qui revient hanter Laurie, mais c'est un fantôme, mais psychologique. C'est pas un fantôme en mode avec le drap et la boule, tu vois, et le boulet. Ce film, c'est un film de fantôme, mais psychologique, à travers, encore une fois, le traumatisme. Le problème, c'est que je vais sortir le mot traumatisme 50 fois. C'est pas grave. Parce que j'ai pas trop d'adjectifs. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de synonyme. De synonyme, plutôt. Et donc, il y a ce trope-là. Il détruit, parce que c'est pas juste tu vois bien qu'il fait des trous, tu vois, c'est vraiment bien mis en scène pour montrer que il casse l'état mental. Et à la fin t'as la même chose en fait, c'est-à-dire que le final il se passe dans un petit cabanon aussi, et cette fois ils sont tous réunis dedans,
Et c'est l'état mental qui est... En fait, ils sont tous réunis. C'est-à-dire que Myers a réuni enfin sa famille et Laurie dans cet état mental. Et là, c'est un cocon familial, en fait, tu vois. Et il y a Loomis qui rentre dedans et les flics qui essayent de rentrer là-dedans. Mais c'est imagé, tu vois. Et voilà, c'est des trucs comme ça. Mais ce trope-là, du fait que Myers casse une barrière pour entrer dans sa tête, tu le retrouves souvent dans le film. Là, je voulais parler de la mort d'Annie, ben c'est pareil. Ouais. Elle s'enferme avec Annie pour être tranquille avec elle parce qu'elle est en train de mourir. Et pareil, il casse la porte. C'est ça. Exactement. Non, mais tu le retrouves souvent. Ouais, ça, c'est vraiment bien foutu. Ah oui, non, ça c'est génial. Bah, d'ailleurs, la mort d'Annie, putain, ça va falloir en parler. J'avais noté exprès, j'ai mis scène culte dans mes notes. Parce après, on va en reparler, je pense. Pour finir ce que je disais tout à l'heure sur le fait que tu sois plongé dans la vision des personnages, en fait, au final, le film entier ressemble à un cauchemar. En fait, c'est presque du Silent Hill, tu vois. C'est vraiment un truc de malade. Exactement. C'est une ville fantôme, en plus. Ça, parce que c'est ça. Ce qui est génial, je te coupe. Vas-y, après mes notes, vaut mieux que je rebondisse maintenant, parce que comme je t'ai dit, sinon après je vais oublier. Non, vas-y. Ville fantôme, c'est-à-dire que Myers a traumatisé Laurie, mais il a traumatisé toute la ville, en fait. Ouais. Il a traumatisé les villages. Enfin, tu vois personne, les villageois. Ça se passe pas dans Resident Evil, hein, mais pas les villageois, genre Resident Evil 4, les citadins, voilà. Ouais. Et tu vois presque personne dans la ville, tu vois. Il y a juste une scène où tu as une fête, où là tu vois du monde, mais sinon dans la ville, il y a quasiment. Enfin, la ville, comme tu disais, c'est Silent Hill, quoi. Elle est vide. Ouais, et tu sens que c'est aussi le traumatisme qu'il y a eu, je crois que c'est 2 ans après celui-là. Ça se passe 2 ans après, Alors, ça se passe 1 an après dans la version ciné et 2 ans après dans la Director's Cut. Exact, c'est ça, parce que moi, quand je l'ai revu, j'ai vu que ça se passait 1 an après, mais en lisant des textes, j'ai vu écrit 2 ans après. Et ça, excuse-moi, je te coupe, c'est marrant que tu dises ça, parce que là, je suis en train de consulter mes notes et j'avais écrit ça aussi. Myers, c'est une espèce de monstre qui erre dans un monde en ruine, plus qu'un boogeyman qui se cache dans les placards. C'est ça. Donc c'est exact, ça rejoint ce que tu dis. C'est le fantôme. C'est ça. Mais d'un point de vue, voilà, encore une fois, plus comment dire, plus crédible. qu'un fantôme comme on a l'habitude d'en voir. Non, là, c'est vraiment parce qu'il a traumatisé la ville et ce qui est intéressant, c'est que, on va revenir sur le personnage de Loomis, qui est le seul qui est passé outre ce traumatisme, en fait. Ouais. Dans le film, c'est le seul personnage qui est devenu complètement cynique. C'est le seul perso qui passe au-delà du trauma. Donc, mais ça, c'est le seul problème que j'ai avec ce film, c'est Loomis, mais on y reviendra après. Peut-être parce qu'il est docteur, donc il a l'habitude de ce genre de traumatisme, il a l'habitude de ce genre de sujet à traiter. Et voilà, il est devenu cynique. Bon, le côté cynique, c'est intéressant aussi, parce que c'est une critique un peu de l'industrie hollywoodienne. Hein. Oui, bien sûr. Il capitalise sur des trucs, des accidents horribles qui se sont arrivés. Il vit le trauma différemment. Il vit le trauma différemment avec Laurie. Elle, ça l'a détruit. Lui, il s'en sert pour... Lui, il s'en sert, voilà, c'est l'industrie. Je pense qu'il y a un petit coup Weinstein là-dedans, tu vois. Oui, sûrement. Pareil, ça rejoint le fait qu'ils ne voulaient pas faire de suite, ils ont fait une suite. Et donc c'est pour ça que je trouve que le perso est quand même intéressant, en plus d'avoir des scènes, il apporte de la légèreté dans le film, parce que le film est tellement dark, quoi. Et lui, il t'apporte des scènes vraiment un peu comiques. Il y a une scène sur un plateau de télé et tout, vraiment excellente. Et il apporte un peu le côté comique de Rob Zombie qui peut faire... des fois, il fait respirer avec des dialogues complètement débiles, tu vois, un peu avec des persos un peu fucked up. Et voilà, c'est pour ça que je trouve ça vraiment bien. Et aussi, il y a le côté... en fait, Loomis, le truc ironique, c'est que Loomis, pour Myers, c'est à cause de lui qu'il est devenu... qu'il a fait ce massacre. Parce que Loomis, il représente l'hôpital psy, et c'est lui qui l'a séparé de sa mère, tu vois. Donc tout ça, ça revient régulièrement dans le film. Voilà. Mais... Bon, j'ai envie d'enchaîner sur Loomis, mais du coup, Vas-y, tu peux. Non, mais j'avais commencé sur Annie, du coup. Comme ça fait 3 fois que tu me coupes, enfoiré. Ouais, mais c'est... Encore une fois, on est dans une structure, la Rob Zombie chaotique. Oui, voilà, le podcast Osef, c'est à l'image du film Romé. C'est ça. Oui, en fait, je voulais parler de Annie parce que, en fait, c'est vraiment à l'image de pourquoi je trouve ce film génial et le cinéma de Rob Zombie, même si j'aime pas tout en général. C'est que quand tu regardes Halloween 2, tu as tout type de meurtre pour un slasher. T'as le meurtre gore, t'as le meurtre pas gore mais violent, t'as le meurtre fun, t'as le meurtre dérangeant, t'as tout l'éventail, mais t'as aussi le meurtre qui compte. C'est quand tu es triste pour le personnage. Ouais, touchant. Et ça, dans les slashers, ça arrive jamais. Non. J'ai noté exactement la même chose. On est raccord là-dessus. Ça arrive jamais. C'est arrivé... Enfin, si je cherche bien, ça a dû arriver. Tu vois. Oui. Mais c'est très rare. Ça arrive dans... Alors, j'aime pas Scream, on en parlera sûrement un jour, puisque toi, tu adores, moi, j'aime pas, ça serait cool. Par exemple, le premier meurtre dans Scream, je trouve qu'il est bien parce que
il compte. C'est cruel comme elle meurt et ça te fait de la peine. Tu vois. Et ça manque dans les slashers. Et je trouve que Rob Zombie, il arrive parfaitement à le faire dans cette scène avec Annie, c'est-à-dire que quand elle meurt, avec les notes de piano et tout, tu sais, avec cette espèce de montage alterné où en fait, tu as Michael Myers qui se cache derrière elle, elle le voit dans le miroir, elle se tourne, la scène elle est exceptionnelle, la scène est fabuleuse, elle est fabuleuse, et ça coupe. Tu entends juste des cris, tu dis ah putain, il a pas montré le meurtre. En fait, tu le vois après. Tu le vois après quand on découvre qu'elle est déjà morte. En fait. Voilà, quand Laurie elle rentre dans la maison, tu as un petit montage alterné où tu la vois courir dans la maison, elle se fait massacrer. Et donc elle la découvre là et elle s'enferme avec elle dans la salle de bain parce qu'elle est en train de mourir, tu vois. C'est ça. Donc j'ai des frissons quand j'en parle parce que la scène elle est méga triste parce que c'est la seule bouée de Laurie en fait. Annie, c'est elle qui s'occupe d'elle et tout. Et surtout Brad Dourif, c'est vraiment un acteur exceptionnel parce que même dans des séries B comme ça où il a toutes les raisons de ne pas y croire, il t'offre une prestation quand il découvre sa fille. Le jeu d'acteur, le regard est exceptionnel. On dirait vraiment que sa vraie fille s'est fait tuer. Quoi. La façon dont il marche, où ses jambes elles lâchent et tout, c'est incroyable. C'est au-delà de l'acting. Là. Franchement, c'est une de mes scènes préférées de slasher. C'est incroyable. Parce qu'en fait, tu sens que Rob Zombie... il filme avec pudeur, tu vois. C'est-à-dire que tu sens que lui aussi, il veut pas voir Annie se faire buter. Ben, le meurtre qui compte, il te le montre pas. Il respecte, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, j'avais lu, j'ai lu dans une interview que c'était à la base dans le scénario, c'était, on voyait pas le meurtre. En fait, elle rentrait, Laurie rentrait, elle trouvait elle trouvait Annie comme ça. Et apparemment c'est l'actrice Danielle Harris qui a poussé Rob Zombie. Elle a dit si je meurs, je veux ma scène de meurtre. Voilà. Et là, il te fait une scène géniale, scène d'Higuail, quoi. Non, parce que en fait, c'est vrai. Ce qui est génial, c'est, tu vois, on parlait chez John Carpenter de l'épure et tout, qui est totalement à l'inverse de ce que fait Rob Zombie. Eh ben, je trouve que parfois, il arrive à le faire, Rob Zombie. Quand il faut, il va à l'épure. C'est-à-dire que là, la scène, tu as Annie qui rentre pour se maquiller, tu as un seul plan où tu as Myers rentrer dans le champ à droite. Ça dure, et elle est en train de se maquiller. J'ai envie de gueuler à Annie, et elle sent une présence, elle sent une présence, mais elle se retourne normale, et elle sursaute pas, elle le regarde, et tu forces. Elle le regarde et elle dit, je suis foutu. Le plan, il est fait en mode cadré un peu à sa hauteur à elle, alors que lui, tu vois, tu le vois en amorce, mais tu vois qu'il fait 3 mètres. Oui, tu vois qu'il fait 12 mètres, bien sûr. Et en fait, elle voit qu'elle est foutue et tu vois qu'il y a les larmes qui montent. En fait, Rob Zombie a l'intelligence sur cette scène, on va parler que de cette scène, parce que c'est du chef-d'œuvre. Évidemment. Je préfère qu'on décortique les scènes. C'est ça. Non, mais c'est que, voilà, encore une fois, le côté... il sait que le spectateur n'a pas envie de voir une scène sadique avec Annie, tu vois. Exactement. Mais il te la met quand même un peu, parce qu'on est là pour ça. Pour s'offrir, bien sûr. Mais voilà, moi aussi j'avais noté ça sur les scènes touchantes et pareil sur les slashers, mais j'avais pas pensé à Scream. C'est peut-être la seule saga où ils ont encore ça sur les personnages. Mais on a les autres sagas, on va dire en parallèle, les Freddy les plus connus. Les Freddy, les Chucky, les... comment ça s'appelle, Jason et Myers. C'est des sagas où maintenant tu es pour le tueur, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a plus ces trucs, ces scènes dramatiques et ces meurtres touchants. C'est genre, vas-y, tue-le, éclate-le, machin. Et là, il en fait dans le film Rob Zombie, il en fait. Mais voilà, encore une fois, il fait pas que ça. Il dénote il dit pas, ok, Myers, vous allez pas l'aimer, quoi. Il n'est pas là pour être le héros du film. Tu vois. Exactement. Et il dénote de ce trope qui est devenu, maintenant on est pour Jason, on est pour Myers, on est pour Freddy, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intelligemment écrit, encore une fois. Il réfléchit sur le mec, je sais pas, sur le film d'horreur, il a une intelligence de malade. Moi, je pense que déjà, il a tout vu. Ouais. En fait, j'ai noté ça aussi. C'est des mecs, c'est des cinéphiles réalisateurs, tu vois. Ça, alors, quasiment tous les réalisateurs ont des grandes cultures, tu vois, c'est pas ça. Mais lui, il est ciblé dans ce genre. Tu sens qu'il le connaît par cœur. Et même en improvisant un scénario en un mois, il arrive. Voilà. Tu sais qu'il avait déjà en tête des trucs. Il s'est dit, ça j'avais noté, je le mets, et au final, il te sort un film. C'est des trucs qui réfléchissent sur toute sa carrière, quoi. Après, franchement, en tant que pur slasher, ça je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, mais je pense que c'est important de le souligner. En fait, je trouve que le film, il est incroyable dans le style slasher. Enfin, je comprends pas qu'on puisse aimer le genre, tu vois. C'est ça. Passer du bon temps devant les vendredis 13 et chier sur ce film. Là, le body count, il est dingue. J'ai pas compté les meurtres, mais le body count, il est dingue et il est d'une violence absolue. Les meurtres, ils sont dégueulasses. Le tueur, il est brutal. T'as un soin apporté au second rôle que tu retrouves rarement dans le genre.
Ça, c'est vraiment son côté Sean Black et les influences Sean Black, Tarantino. Il caractérise un perso avec trois répliques. Et il donne de l'épaisseur à la personne qui va mourir alors que tu le connais. J'ai l'impression qu'il a travaillé le rôle comme s'il allait être important dans le film. Ça, ouais. C'est gavé de second rôle marquant. Ouais. Où les acteurs, comme tu dis, ils ont juste 3 ou 4 répliques dans une scène, mais c'est travaillé comme si c'était des rôles importants. Tu sens leur background, tu sens qu'ils existent. Enfin, ils ont une personnalité marquée. En plus de ça, là où il est intelligent, c'est qu'il prend des acteurs. Des bons acteurs, il a une team, en fait, depuis David Reject et depuis même La Maison des Minuit Noirs. Il a une team. Donc ça aussi, ça joue. C'est je connais lui. Du coup, tu veux pas trop qu'il soit tué parce que tu le connais. Tu vois, genre Ken Foree dans le premier, là, qui se fait défoncer. Là, tu as Jeff Daniel Phillips. Une scène culte de meurtre derrière la boîte de nuit. Elle est magnifique cette scène. Quand tu vas sortir les poubelles. Espèce de créature pure. Et voilà, et ça montre encore que tout le monde est pourri dans ce film. Enfin, dans les Rob Zombie, quoi. Ouais. C'est le mal, encore une fois, et partout, quoi. J'adore ce personnage où c'est le bras droit du chef de la boîte de striptease. Et il envoie dehors jeter les poubelles. Et c'est truc gratuit. Il arrive devant la porte, il fait une espèce de pas de danse. En levant le poing. Il y a plein de détails comme ça. C'est même après le fait que j'ai envie de voir plus longtemps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un perso de série télé que tu as envie de voir un spin-off dessus, quoi. Ouais, exactement. Et même, tu sais, des détails à la con, mais après, il bute lui derrière la boîte de nuit. Après, il va buter les deux qui sont en train de niquer là, le chef de la boîte et une stripteaseuse. Ouais. Et la stripteaseuse, elle sort, elle voit ce mec-là, le mec à Jeff Daniel Phillips, donc, qui était pendu avec la tête écrasée. Tu vois, ça. C'était pas obligé, mais ça rend le film encore. C'est génial. Enfin voilà, c'est des détails. C'est pour le fan de films d'horreur, c'est ludique à fond, quoi. Et ouais, l'écriture de ce perso est géniale parce que c'est un peu le mec, genre, il te raconte un mytho, tu sens à 300 km c'est un mytho pour essayer de faire peur au. J'ai envoyé un mec à l'hôpital il y a un quart d'heure. C'est le mec qui a beaucoup de gueule, mais il a pas. D'ailleurs, quand il essaie d'avancer. Pareil qu'une gamine comme si c'était une gamine de. C'est ça, de 14 ans, quoi, tu vois ce que je veux dire. Quand il essaie d'avancer, tu as Michael Myers qui fait un pas de côté, il sursaute comme un gamin, tu vois. Mais tu vois ça, tu vois le jeu d'acteur là. Tu sens la peur, tu sais, genre, il était sûr de lui, et puis juste là, dans le regard, enfin, pourtant, c'est pas un acteur de fou, quoi. Et si tu réfléchis bien, Rob Zombie, en fait, il a fait exactement ce qu'on lui reprochait de pas avoir fait dans le premier. C'est-à-dire que dans le premier, on n'arrête pas de lui dire qu'il expliquait et tout, mais là, justement, il explique rien. Et en fait, il rationalise plus rien. Là. Non. C'est complètement, c'est complètement barré. Et en fait, comme je disais, dans ce film, il te balance dans une descente psychologique où tout est flou, où en fait la frontière entre la réalité et la folie s'efface parfois complètement. Tu sais plus quand elle rêve. Ouais, ce qu'on disait, le cauchemar dans la réalité, quoi. Voilà. Et en fait, ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, je l'avais noté aussi. Halloween 2, ça cherche plus à raconter une histoire d'horreur au sens classique, mais à faire vivre un traumatisme à travers le perso de Laurie. C'est ça. Donc en fait, comme tu disais, il arrive à filmer, il arrive à raconter un traumatisme, mais même de manière formelle. Ouais. C'est-à-dire que c'est même ça. Dans la forme, c'est chaotique. Exactement. Et c'est ce qui rend cette suite légitime. Tu vois. Et c'est pour ça que le film il est épuisant. Ouais, c'est ça, oui. Le film est épuisant, éreintant, tout ce que tu veux. Voilà, et du coup, je comprends quand, comme je te disais, je comprends quand il y a des gens qui disent que c'est bordélique, qu'ils n'ont pas aimé, que c'est ridicule, parce qu'en fait, il est vraiment sur le fil rouge tout le long. Tu vois. Je comprends qu'on peut trouver ça ridicule et tout. Mais voilà, qui d'autre a fait, fait un slasher comme ça ? Comme on disait, je crois pas que ça existe. Hein, vraiment sur le trauma comme ça, parce que j'avais noté d'autres scènes qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que t'as plein de scènes en parallèle où t'as Laurie, elle fait un truc genre elle est en train de manger et en même temps il y a Myers qui est en train de manger aussi, je crois, parce qu'il a chassé le chien, non ? Il a tué le chien, il mange le chien. Et Laurie, elle ressent ça, tu vois, parce qu'en fait elle est végétarienne. Ouais. Et voilà, ça fait le lien entre les deux, comme si c'était un seul et même perso. Il y a plein de scènes comme ça. Hein. Oui, rien que le final, elle sort avec le masque. Elle voit la mère aussi. Voilà, elle voit la mère, etc. Donc, il y a plein de trucs qui font que, en fait, Myers, c'est son fantôme mental. Et t'as aussi la scène, c'est laquelle ? Une scène où elle se rêve, voilà, il y a une scène de meurtre, je crois que on revoit la scène du 1, c'est ça, où il tue le beau-père et tout. Mais c'est elle à la place. C'est elle à la place. Ça, c'est extraordinaire de reprendre une scène du 1, enfin... C'est monstrueux, enfin, pour une suite. Je veux dire, c'est vraiment. Moi, comme j'ai dit à la base du projet, je dis non, on fait pas de suite, tu vas gâcher. Non, en fait, ça fait un seul. Il a réussi à faire une suite cohérente en O1, quoi. Et du coup, c'est un seul et même film. Le 1 et le 2, c'est un seul et même film. Ça, je trouve ça fabuleux. Il y a aussi, en fait, Laurie, à la fois, elle est traumatisée. Encore une fois, j'utilise trop ce mot, mais désolé, j'ai vraiment pas le PTSD.
donc les troubles de stress post-traumatique. Pourquoi ? Parce que, bon, elle s'est faite traquer dans le 1, mais aussi tout le monde est mort à cause d'elle, en fait. Parce que le but de Myers, c'est de trouver sa sœur. Et bon, au début du film, Laurie, elle sait pas encore que c'est la sœur. Elle le sait au milieu du film. Donc ça va encore renforcer encore plus son état mental qui fait que, en plus, je suis le syndrome, je sais plus comment on appelle ça, la culpabilité de survivant, c'est ça. T'as ça et t'as la culpabilité au fait de te dire, ah merde, mais en fait, ok, tous ceux qui étaient sur le chemin de Myers sont morts à cause de moi. Donc je pète complètement un câble jusqu'à la fin du film où tu as ce dernier plan à la psychose. Et voilà, en fait, bon, spoil, hein, mais ce cauchemar, il va jamais s'arrêter, en fait. Non, elle est foutue. Voilà, elle est foutue. Elle est foutue. Il n'y a pas de happy end. La fin est vraiment... Enfin, c'est un compte à rebours, en fait, vers sa folie. C'est totalement nihiliste. Voilà, bien sûr. Nihiliste. Et ça va dans le sens de ce film qui est complètement... starbé, quoi. Oui, exactement. Ah oui, c'était pas possible de faire un happy end pour le coup. Là, c'était vraiment compliqué. Ça n'a aucun intérêt. Quoi. Ouais. Donc il y a une autre scène. Enfin, c'est pas vraiment une scène en soi, mais c'est pour faire les parallèles entre ce qui a changé et pour montrer que Rob Zombie réfléchit un minimum, quoi. Voire un maximum. C'est à la fin, donc elle tue Myers. Donc en mettant plein de coups de couteau en fait, tu sais, en mode folie. Et ça c'est génial parce que encore une fois ça renvoie au 1. C'est un miroir avec le premier où elle lui tire. Et le dernier coup elle lui plante dans la tête. Ouais. Le couteau. Mais en plus dans le 1 c'était en légitime défense, c'est-à-dire elle lui tire une balle vraiment à la fin parce qu'il se réveille, il veut l'attraper. Donc tu vois en fait tu vois la folie à travers ces deux plans. C'est la première fois je tue parce que j'ai pas le choix, c'est légitime défense. Et à la fin du 2, c'est l'inverse. C'est je te fracasse la gueule, je suis complètement taré, je te plante 26 coups de couteau, tu vois. Tu as tout son état mental, encore une fois, traduit par la mise en scène, quoi. Et je vais encore dire, ce film, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, mais j'insiste quand même, hein, parce que les gens qui nous écoutent, ils vont pouvoir dire oui, mais ça va, c'est fait... c'est grossier, c'est pas fin, mais c'est pour ça que c'est bien. Mais c'est pour ça. C'est parce que moi je préfère quand les films d'horreur ce soit. Alors, ça rejoint le 1, hein, ce que je dit sur le 1, il n'était pas fin du tout. Exactement. Pourquoi le 2 serait fin, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que je vais un peu caricaturer parce qu'il y a, tu sais, les Levati d'horreur. Oui. Alors il y a des films des Levati d'horreur que j'aime bien, donc c'est pas pour caricaturer, mais moi je préfère dans le genre horrifique, je préfère quand on raconte quelque chose de manière frontale, plutôt que ce soit des sous-textes, nanana. Oui. Ça peut être bien, tu vois. L'Exorciste, tu as un sous-texte sur le viol qui peut être génial, tu vois. C'est un terme à la con, parce que les films, ils existent déjà, genre Rosemary Baby, c'est un édifice d'horreur, L'Exorciste, c'est un édifice d'horreur, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on fait un petit hors-sujet, on s'en fout, mais L'Exorciste, ok, y a plein de théories qui disent que c'est un film qui parle aussi de viol et tout. Ça marche, bien sûr, mais quand j'aime l'Exorciste, pas... Parce que c'est une métaphore sur le viol. C'est vraiment ces scènes horrifiques, voilà, le traitement des personnages, comme c'est filmé, qui me plaît, tu vois. Donc, s'il avait fait un film sur le viol et que ça aurait été même plus au premier plan, j'aurais pas dit que c'était nul, parce que c'était quand même bien filmé, les personnages étaient bien. Là, c'est pareil. T'aurais eu des dialogues qui t'emmènent dans ce sens, etc. Exactement. Comme il y a là dans le Halloween 2. Là, dans le Halloween, c'est pas caché, c'est pas un filigrane. Tu as le cauchemar. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que c'est bien, tu vois. Donc on n'est pas obligé d'être fin pour que ce soit bien. C'est ça que. C'est ce qu'on aime dans le cinéma d'horreur, c'est que c'est les excès du cinéma d'horreur. Et Rob Zombie représente. C'est la tête de gondole des excès avec Aja dans les années 2000. Hein. C'est les deux vraiment qui ont poussé. Exactement. L'Iros aussi, c'était assez violent, tout ça, mais. Les deux, là, ils avaient vraiment un style propre où ils ont dit ils vont pas faire de cadeaux aux spectateurs. Exactement, oui. Et c'est pour ça que ça me dérange pas que des réals comme ça, de temps en temps, font des films que j'accroche pas et que je trouve over the top, tu vois. Mais au moins, ils essaient de faire... ils proposent du cinéma que j'aime. C'est un film... C'est un film bourrin, mais intelligent, quoi, qui a un cerveau derrière. En fait... Tu vois ce que je veux dire ? Pas vraiment intelligent, mais pas si con. Ouais, non, mais il y a un cerveau. Ça, je veux dire, voilà, exactement. C'est pas un cœur et un cerveau. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est bordélique, mais il y a quand même une colonne vertébrale. C'est ça. Voilà. C'est pas en mode je vous troll, vous avez dit que le Halloween 1 il avait rien à voir avec Carpenter, donc je vais vous faire encore pire. Ouais. Il y a ça, mais c'est pas en mode petit con. C'est genre regardez, mais un film, la fidélité, ça fait pas un bon film. Ça fait pas un mauvais film, ça fait pas un bon film. Bien sûr. Donc regardez, vous voulez voir un film de Rob Zombie, je vais vous faire un film de Rob Zombie. Exactement. Et voilà, encore une fois, quand tu vois le film d'après qui est Lord of Salem, tu savais vers où il allait aller, quoi. Malheureusement, ça c'est un peu... On peut revenir un peu sur Loomis, parce que moi c'est le seul truc que j'ai pas compris dans ce film. Ouais. Alors je sais que Rob Zombie, en fait, il déteste les figures d'autorité morale.
chez lui, tout le monde, là, ça je l'avais dit dans le podcast précédent, hein, tout le monde est faillible, tout le monde est un peu corrompu, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, au lieu d'avoir un psy bienveillant, tu as un type qui incarne un peu la société du spectacle, le mec qui se sert du mal, de la souffrance pour faire du divertissement. Mais je sais pas si c'est vraiment ça qu'il voulait mettre en avant. Mais moi, je pense que oui. Hein. Peut-être, mais le truc, c'est que... il se fait critiquer là-dessus par beaucoup de personnages. Hein. Ouais, je sais, mais le truc, c'est que c'est le seul moment où tu sors d'Haddonfield. C'est le seul moment où tu quittes un peu cette bulle. Ouais, mais comme je disais, c'est des moments de légèreté, quoi. En fait. Et je trouve que ça moi, ça me plombe. Ça plombe pas le film, hein, parce que moi, j'aime bien le perso, j'aime bien l'acteur. C'est ça. Moi, je pense qu'il fallait une suite. Après, je crois que pareil. Hein, je pense que c'est un perso qui est censé être mort dans le 1, parce qu'il se fait écraser les yeux. D'ailleurs, ça avait une signification dans le 1 parce que il voit plus. La truc, comment dire. Je couperai pas ça. Quand tu es à fond dessus, enfin, c'est toujours l'obsession. L'obsession de Loomis, c'est les yeux de Myers. Regardez ses yeux. À la fin, il se fait éclater les yeux par Myers. Tu vois. Et il est censé être mort. Bien sûr, c'est comme le film. Le 1, il est censé. La suite n'est pas censée exister. Et il fait pareil que Loomis. Ce perso n'est pas censé exister, il est mort. Maintenant, on te le ramène, mais tiens, ce qu'on en fait, on t'en fait un connard de producteur cynique. Ça pareil, tu sors toutes les scènes, ça marche. Ouais, mais je pense que, je sais pas. Mais c'est ça tout le film. C'est ça tout le film. Je vais pas te contredire, attention, ça rend le film bordélique. Mais tu peux. Je comprends que c'est un des détails je pense que c'est un des plus gros détails qu'on peut critiquer, c'est ce personnage-là, mais moi je trouve ça génial. Et putain, l'acteur, il passe de ce qu'il fait dans le 1 à ça. Bon, c'est pas moi qui vais dire que apprendre aux gens que McDowell il est génial, hein. Mais putain, comme il joue bien, quoi. Enfin, c'est. Oui, quand il est sur le plateau télé, tu vois qu'il est complètement largué. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et t'as cette scène aussi avec le père d'une des victimes du 1. Ça, c'est trop bien. C'est encore pour montrer que voilà, le traumatisme, il n'a pas touché que Laurie et Annie. Il a touché toute la ville. Donc t'as le père qui veut flinguer Loomis parce que justement. Enfin, voilà, à la limite, le truc que j'ai pas trop compris, c'est de mettre la faute sur Loomis, quoi. Tu vois, je comprends. Enfin, voilà, c'est pas à cause de Loomis que Myers s'est évadé, tu vois. Dans le 1. À la limite, ça, je me suis dit, c'est pas non plus de sa faute. Après, le fait de capitaliser et tout, d'accord. Mais pour la ville, c'est Loomis qui est coupable. Même, je crois que pour Brad Dourif aussi, hein. Enfin, Brad Dourif, ce qui l'embête, c'est qu'il est écrit dans le bouquin que c'est la sœur que Laurie est la sœur de Michael. Donc ça amplifie son état mental qui va complètement vriller, en fait. D'ailleurs, ce qui est génial, à la fin, quand il veut aller les aider, Brad Dourif, le shérif, il lui fait plus confiance. Il dit non, tu y vas pas. C'est ça. Et toi, il va réussir à le convaincre, il va aller. Il dit non, tu dégages. Et en fait, il est obligé de contourner et d'y aller en traître. Il fait ok, je me casse. Puis d'un coup, tu le vois derrière. Tu vois derrière. En train de courir. Insupportable jusqu'à la fin. C'est ça. Jusqu'au bout, et ça va causer sa perte. Et ce qui est absolument. Alors, on n'a pas assez parlé du côté formel, mise en scène de ce film, qui est absolument énorme. Parce que là, j'y pense, la scène absolument cauchemardesque de la fin dans la cabane. Là. Ouais. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il se sert de l'hélicoptère. Ouais, putain. Des flics qui sont au-dessus avec l'éclairage. Quand ils sont tous autour, les flics, bon, tu as un peu de bruit, tu entends les sirènes et tout, mais le bruit est normal. C'est l'apocalypse, quoi. Le bruit est normal, tu vois. Et à partir du moment où tu rentres dans la cabane avec Loomis, le bordel, il rentre en enfer. C'est ça, il rentre vraiment dans la tête de Laurie. C'est un truc de Laurie fou. Qui est complètement la lumière, le bruit. Tu entends les sirènes plus... comme s'il y avait vraiment une scène de... On dirait que l'hélicoptère, il est dans la maison. C'est un truc de malade. Ces plans sur Myers, là, la lumière qui passe. J'adore. Enfin, c'est la classe, quoi. Franchement, c'est... L'iconisation de Myers, elle est monstrueuse. Bon, les gens, ils ont pleuré parce qu'il a plus de masque. On en a plus rien à foutre du masque. Le masque, il est le masque, il est complètement déchiqueté. C'est Rob Zombie. Enfin, c'est la version Rob Zombie. Et non, là, comme tu dis, cette scène-là... Il y a plein de passages gracieux comme ça dans le film. Genre, puis des trucs tout cons, genre... Quand Laurie s'échappe vers la fin et qu'elle arrive sur la route, c'est un mec qui s'arrête en voiture. Tu sais, une scène méga classique de slasher. Je les en parlais, où tu as toujours le mec qui s'arrête, tu sais qu'il va se faire buter. Là aussi, tu l'enlèves la scène. Oui, non, elle sert à rien. Mais comme elle est belle, avec le projo derrière l'arbre, où tu le vois soulever la voiture. C'est ça. J'ai mis l'iconisation de Myers, parce qu'on parlait des Jason et tout. Putain, l'iconisation. Cette scène-là, quand tu relèves la voiture, tu ressens, parce qu'on en avait parlé dans le 1. C'était l'inverse du Carpenter, la puissance. Là, le mec, il te retourne une voiture. Et putain, et la scène de l'ambulance aussi. Tu entends Myers là sur le lit derrière, mais tu le vois pas. Tu vois le mec. L'ambulance a eu l'accident avec la vache
Ouais, tu entends, mais. Voilà. Tu vois la voiture qui tremble. Ouais, le coup. Il est en train de se. Exactement, c'est ça. Putain, mais l'iconisation du perso, et après, tu vois juste le plan à travers. Tu vois, il aurait pu le faire passer de l'autre côté. Non, c'est plus classe. Tu filmes par en dessous et tu vois juste les pieds. Tu vois les pieds. Putain, quel film. J'ai les frissons. Relâche le Kraken, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, oh là là. Monstrueux, ouais. En fait, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais ce qui va sortir. Ça, la mise en scène, quoi. C'est un monstre. En fait, si vous avez vu le film à l'époque que vous n'avez pas aimé, redonnez-lui une chance en ayant ça en tête, juste visuellement, juste pour sa beauté formelle sur ses idées de meurtre et tout. Oui. Voilà, en fait, je pense que le 1, de par sa préquelle dans l'hôpital et tout, c'est un film populaire. Il peut parler aux gens qui ont aimé Les Dents de la Mer, L'Exorciste. Oui, bien sûr. Le 2, non, c'est un film pour les fans de films d'horreur. Exactement. Et ouais, je ne saurais pas comment. J'essaie de le vendre là, en fait. Parce que... Ouais, mais je pense qu'on l'a quand même bien vendu. Parce que au moins de le revoir. Voilà, je le connaissais par cœur. Je l'ai revu cette semaine pour me remettre un peu dedans. Et moi, à chaque fois que je le vois, je me dis, mais je pourrais le revoir ce soir. C'est ça, ouais, exactement. C'est pour ça que pour moi, c'est peut-être mon Rob Zombie préféré, alors que. Il n'est pas aussi parfait que le 1. C'est pas son meilleur film, mais c'est celui que je peux revoir avec plus de plaisir à chaque fois. Pour moi, c'est ce côté imperfection, perfection dans son imperfection, en fait. Et c'est le côté film d'horreur, voilà, de pas plaire. On fait pas un film pour plaire à Cannes, tu vois ce que je veux dire, au Festival de Cannes ou aux Oscars. Et c'est moi ce que j'aime. Et pourtant, il y a du génie dedans, il y a de la qualité. Enfin, c'est voilà. Techniquement, c'est monstrueux. Les techniciens, ils sont monstrueux. Tu vois ce que je veux dire. Je reviens sur ça. Je sais que je vais passer pour un gros con, mais tant pis. Si vous aimez les slashers, vous aimez les Vendredi 13. Donc, bah ouais. Comment tu peux t'amuser devant Vendredi 13? C'est ça. J'aime beaucoup, c'est pas pour critiquer. Moi aussi, mais il faut reconnaître qu'ils sont plus cheap les suites que celui-là, quoi. Et là, tu peux... Ils sont moins réfléchis, je dirais, tu vois. C'est what the fuck aussi quand même, Vendredi 13. Donc c'est vrai, Halloween 2, c'est what the fuck, mais juste pour la beauté du truc, les meurtres et tout, c'est vraiment... Non, et puis se revendique, c'est pas, comme on disait, les Livati d'horreur, même si c'est une connerie. Je suppose que les Jordan Peele, les David Robert, non, mais quand je dis les Livati d'horreur, non, mais c'est pour... Ils essaient pas de se placer au-dessus, tu vois, c'est un truc qui a été inventé par les journalistes et ces conneries, mais c'est pour dire que Rob Zombie, tu sens son amour pour ce genre vraiment de film. Il veut te mettre mal à l'aise en fait. C'est ça le but ultime, c'est de te déranger. Voilà. Et c'est ce que tu cherches. Enfin, moi, c'est ce que je cherche quand je regarde un film d'horreur. Quand je regarde un film d'horreur, c'est un freak show, quoi. Et lui, il fait que des freak shows à chaque fois. Après, c'est les retours, les critiques, tout ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je me mets dedans. C'est pas pour juger les gens. Mais on est plus sévère avec les films qu'on voit aujourd'hui qu'à l'époque. Je te donne un exemple. Il y a le remake de Vendredi 13. On part un peu hors sujet, là, c'est pas grave. Ouais, vas-y. Tu te rappelles du remake de Vendredi 13 de Marcus Nispel. Ouais. Moi, je trouve sympa. Ouais, moi, j'adore aussi. Je trouve sympa parce que... Alors, déjà, il a fait un remake fidèle. Ouais, c'est ça. Donc, il a rien tenté. C'est pas comme Rob Zombie. C'est ça. Il a fait un Vendredi 13. Et c'était un peu fait exploser par la critique en disant ouais c'est nul, à un moment donné Jason il tire à l'arc, c'est n'importe quoi, alors que dans la saga il a tué avec des tronçonneuses, il a tué avec tout et n'importe quoi. Ouais, c'est un chasseur, il réfléchit. Voilà. Mais quand il fait des pièges, mais c'est un quel épisode où il avait des pouvoirs oui voilà, dans le 7 il tue avec une débroussailleuse. Voilà. Moi j'adore, mais ce que je veux dire par là c'est que voilà, c'est toujours été n'importe quoi Vendredi 13, et j'ai l'impression que si ce Vendredi 13 là il était sorti dans les années 80, personne n'aurait dit que c'était nul, tu vois. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire des films comme ça. Ouais. Tu vois, des films un peu maladroits. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça que je veux voir quand je veux voir un film d'horreur. Non, mais en fait, c'est des films. Moi, pourquoi j'aime le cinéma d'horreur aussi, même si je travaille pas dans le cinéma, c'est des films. Si demain j'ai envie de faire un film, j'ai envie de faire un film comme ça. Tu vois. J'ai l'impression que c'est un film. Ça doit être cool à tourner, tu vois. Je trouve que c'est le genre le plus attachant quand tu le prends de ce point de vue-là, en mode j'ai envie de faire un film. Putain, un film d'horreur, ça doit être vraiment cool à faire, tu vois. En tant qu'amateur, je trouve que ce genre de film. Ça et les comédies, c'est les deux genres que tu as envie de faire quand t'es pas calé dans... Enfin, t'es pas dans l'univers du cinéma, mais tu t'imagines en train de faire un film. Oui, tu veux faire un film. Tu n'es pas en train de te dire, je ferai un Matrix ou un Seigneur des Anneaux. C'est surtout le genre le plus noble, parce que c'est la comédie et l'horreur, c'est les genres les plus nobles pour moi, parce que c'est les plus difficiles. C'est ça. Et en plus, c'est le côté artisanal. C'est-à-dire que tu peux tout faire toi. Comédie, bon, tu as juste à cadrer, faire tes cadrages, et après, c'est les acteurs, les dialogues et tout. C'est des trucs... c'est palpable, tu vois, ça à portée de main. C'est pour ça que moi j'aime ce genre-là d'horreur. Et là, voilà, le film de Rob Zombie, encore une fois, il colle à ce parti pris-là, tu vois. Voilà, je pense qu'on essaie de le survendre encore, mais... Ouais, mais on est là. Vous avez compris, on adore ce film. Et puis voilà, encore une fois, pour moi, il colle parfaitement avec le 1. C'est ça que je trouve aussi très fort, c'est que d'un film comme ça dont il ne voulait pas,
Un enfant illégitime. Il te fait un film. Et pourtant, ils sont différents. Et pourtant, il est différent. Et pourtant, il se colle complètement comme un frère siamois, en fait. Non, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. J'avais noté un bonus, parce que l'autre fois, on a parlé du fait que Rob Zombie adore Toby Hooper. Ouais. Et là, il fait son Massacre à la tronçonneuse 2. Donc, dans le 1, il a fait le Massacre à la tronçonneuse 1, donc il a fait des clins d'œil. Et là, dans le 2, il y a... Alors, j'ai noté le nom, c'est Caroline Williams. C'est l'actrice principale de Massacre à la tronçonneuse 2, donc qui est en caméo au début dans l'hôpital. Donc voilà, petit bonus. En fait, j'avais noté un comparo. C'est pas pour casser les films, attention. Ouais. C'est deux films que je trouve... Bon, il y en a un, ça va, j'aime bien, c'est Halloween 20 ans après. Mais c'est pour montrer, mais c'est pour te montrer pourquoi Rob Zombie c'est beaucoup mieux en fait. Enfin, oui, pas beaucoup mieux, mais mieux travaillé. C'est-à-dire qu'Halloween 20 ans après, il prend cette idée du traumatisme, tu vois, à travers. Et elle est alcoolique. Elle est alcoolique et elle a peur pour son fils en fait. Elle s'inquiète. Tu ressens pas du tout l'alcoolisme maintenant. Voilà, tu ressens. Ouais, c'est ça. C'est léger. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est le parti pris, il y est. Dans Halloween 20 ans après, il y est. Il est plutôt bien exploité à certains moments par rapport au fils et tout. Donc, comme on parlait de l'autre fois, le côté héréditaire et tout. Donc, Josh Hartnett. Voilà, Josh Hartnett, le fils de Jimmy Lee Curtis qui va devenir lui-même un mec qui va se faire traquer à cause de Jimmy Lee Curtis, parce que je crois que dans celui-là ça prend en compte le fait que c'est la sœur, il me semble. 1, 2, 7 ça va ensemble. 1, 2, 7, 8 ça va ensemble. 1, 2, 7, 8 et voilà, et c'est léger, c'est ça que je veux dire, c'est light, c'est pas nul, moi j'aime bien. Néo-slasher, c'est ce que je reproche. Ouais, mais voilà, c'est pour. Va falloir qu'on fasse cette émission sur les néo-slashers. Ouais, si tu veux. Après, moi, les néo-slashers, il y en a que j'adore, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait, des néo-slashers. Ouais, c'est vrai. L'autre film, c'est Texas 3D, qui a ce truc de. Elle apprend qu'elle est la sœur de Leatherface. Tu vois. Oui, Alexandra Daddario, c'est ça. Alexandra Daddario. Je me souviens que de ça, du film. Ouais, parce que le film, il est. Ouais, le film. Bon, celui-là, par contre, il est assez médiocre. Enfin, moi, je trouve qu'il est assez médiocre. Et pareil, il a essayé de faire ce truc à la Rob Zombie où elle apprend que c'est la sœur, du coup, elle devient. Fucked up, mais voilà, pareil, c'est très très mal écrit, très mal exploité. Voilà, c'est juste pour monter un peu le cran de Rob Zombie. C'est pas pour casser les films gratuitement, mais pour dire, regardez Rob Zombie, comment il a travaillé ses thématiques quand même. Il est allé vraiment à fond, et c'est vraiment, ça prend vraiment le film globalement, quoi, tu vois. La thématique prend vraiment le film dans sa globalité. Alors que dans les Texas 3D, tu as l'impression que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Et 20 ans après, pareil, c'est pas... Voilà, c'était juste encore une fois pour dire pourquoi pour moi Rob Zombie est très très bon en écriture et en réalisation. Mais écoute, moi j'ai tout dit. Ouais, moi c'est pareil. Je pense que les gens ont compris qu'on adorait ce film. Je sais pas si on l'a bien vendu, mais bon, on a dit tout l'amour qu'on y porte. Je pense qu'on a bien. Voilà. Et donc ce diptyque là, le Halloween de Rob Zombie, voilà. Si vous n'avez pas vu, foncez. Et si vous l'avez vu, que vous n'avez pas trop aimé, essayez de lui redonner une chance, un de ces quatre, parce que ça mérite vraiment le détour. Écoute, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois ? Est-ce qu'on annonce un truc pour s'y tenir ou on verra bien ? Comme tu veux. On n'avait pas dit Frankenstein ? Il y a Frankenstein de Del Toro, Voilà. Et après, en fin du mois, il y a Running Man de Edgar Wright, qui sera sûrement le film. En espérant qu'il passe par chez nous. Ouais. Moi, j'annonce le film de la décennie. Voilà. Frankenstein, ça, on va le faire, c'est sûr. Il sort sur Netflix, on va le faire assez rapidement. Ouais. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment d'être du très lourd. Ouais, il sort là dans une semaine, quand on enregistre. On aime beaucoup Del Toro, donc ça devrait le faire. Et voilà, écoutez, à plus tout le monde. À plus Stéphane. Pardon, je t'ai coupé. Ciao. Non. Même pendant les au revoir, tu me coupes. Allez, à plus tout le monde, ciao. Allez, ciao.